Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro dont on va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de l'usage des drogues en France et des politiques sur le sujet. La consommation de cannabis ne cesse d'augmenter, dans les lycées elle a doublé en 3 ans. Un rapport parlementaire préconise d'infliger une amende plutôt qu'une interpellation suivie d'une garde à vue. L'objectif, désengorger les tribunaux et laisser les policiers se concentrer sur les trafiquants. Faut-il y voir une porte ouverte à la dépénalisation et plus généralement comment lutter efficacement contre la consommation de drogue? Nous poserons ces questions à nos invités dans un instant. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Olivier Babot à Elliot Lepers. Nous reviendrons notamment sur le cas de Carrefour. La direction annonce un plan de départ volontaire de 2400 personnes. Aucun projet de fermeture d'hypermarché, aucun départ contraint, assure le PDG. Ce qui n'empêche pas les syndicats de dénoncer une catastrophe sociale à venir. Le plan de transformation du groupe implique-t-il forcément une casse sociale? Nous en débattrons sur ce plateau. L'entretien du jour, nous recevons Jérôme Fourquet qui publie ce livre « À la droite de Dieu ». Le sondeur de l'IFOP a étudié de très près le comportement politique des catholiques de France, de moins en moins nombreux, de moins en moins pratiquants, mais de plus en plus politisés, voire radicalisés. Il nous expliquera comment et pourquoi. Mais d'abord, notre débat sur la consommation de cannabis et de drogue en général. 2 parlementaires publient un rapport qui fait débat. Il sera examiné demain en commission des lois et il ouvre la voie à un assouplissement des sanctions contre les consommateurs. Pour ou contre? On posera la question à nos invités dans un instant. D'abord, le détail de ce rapport avec Sandra Cerquera. Une amende forfaitaire comprise entre 150 et 200 euros pour les consommateurs de drogue. C'est ce que préconise un rapport parlementaire de l'Assemblée nationale. Pas question de dépénalisation. L'objectif est de recentrer le travail des forces de police sur la lutte contre les trafics et de désengorger les tribunaux. Une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, qui est aussi l'une des pistes de réforme de la justice. Il faut prendre la mesure de notre échec. On a l'arsenal répressif le plus dur et la consommation la plus élevée. Donc moi je trouve que c'est très intéressant, les propositions qui ont été faites dans ce rapport. On peut maintenir la pénalisation du cannabis et avoir des dispositifs d'amende qui soient plus efficaces que ceux qui existent aujourd'hui, pour que la sanction soit systématique. L'idée est donc de supprimer la case prison pour le simple usager et de la réserver uniquement aux trafiquants. Car aujourd'hui, l'usage simple de stupéfiants est un délit puni d'une peine de prison et de 3 700 € d'amende. Sauf que dans les faits, sur les 140 000 personnes interpellées chaque année pour avoir fumé un joint, la majorité écope d'un simple rappel à la loi ou d'un stage de sensibilisation. Ce qui est peu dissuasif selon les auteurs du rapport. Résultat, la consommation flambe avec un dangereux sentiment de banalisation. Et avec nous, pour aller plus loin ce soir, Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris, membre de la Commission des lois et auteur d'une proposition de loi sur la légalisation du cannabis. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, présidente du groupe LR au Conseil de Paris. Danielle Jourdain-Méninger, ancienne présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Aurélien Legrand, vous êtes vice-président du groupe FN au Conseil régional d'Île-de-France et vous venez de lancer une campagne de tractage intitulée « Les drogués en bas de chez moi, ça suffit ». Merci à tous les 4 d'être ici. Je résume donc les 2 options de ce rapport. Soit une amende comprise entre 150 et 200 € avec poursuite pénale possible, soit une simple contravention comme on l'aurait pour un excès de vitesse. Florence Berthoud, votre avis sur ce rapport? D'abord, le rapport, c'est très bien dit d'ailleurs dans le reportage qui vient d'être fait, il est fondé sur un constat qui est un énorme paradoxe dans notre pays. On est le pays en Europe où les sanctions sont, en tout cas sur le papier, sont les plus fortes. On peut, pour une consommation, j'allais dire une simple consommation, je ne sais pas si on peut parler de simple consommation, mais en tout cas pour une consommation, on peut aller en prison. La réalité, c'est que ces peines ne sont pas du tout appliquées. Il y a un deuxième constat, qui est d'ailleurs, c'est pas le moindre des paradoxes, c'est qu'à côté de ça, le reportage l'a également rappelé, la consommation, elle est en train de flamber. Elle est en train de flamber parce qu'il y a à peu près 700 000 personnes qui fumeraient du cannabis en France chaque jour. Et surtout, nous sommes en France le pays où le nombre de collégiens, de lycéens plus précisément, qui
disent avoir fumé du cannabis dans le mois qui a précédé est le plus élevé, pratiquement 17. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une politique qui ne marche pas. Voilà. Alors, il y a un point qui me paraît très important, c'est que fumer du cannabis ne soit pas dépénalisé. Et le rapport ne propose pas de dépénaliser, c'est extrêmement important, parce que fumer du cannabis n'est pas du tout anodin, peut-être qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Ça a même de graves conséquences pour la santé en termes de décrochage scolaire. Pour autant, une fois que l'on a dit ça, que l'on affiche le fait qu'on peut aller plus loin, voilà, un consommateur qui en même temps va être un petit dealer, il va pouvoir, fort heureusement, être poursuivi et aller en prison. Mais il faut aussi désengorger et il faut surtout, enfin, mettre en place une politique de prévention qui soit une politique de prévention digne de ce nom, mais où aussi on explique aux plus jeunes les ravages du cannabis. Esther Benbassa, sur ce rapport, sur ce qu'il préconise, ces deux options, qu'est-ce que vous en pensez ? Tout d'abord, je pense que l'amende forfaitaire délictuelle ne coupe pas la personne qui est en question, le consommateur, d'avoir des peines de prison, d'être poursuivi, d'être inscrit sur un registre de consommateurs et ainsi de suite. Mais la contravention, c'est peut-être l'autre aspect qui va un peu plus vers la dépénalisation. Je ne vais pas répéter ce que Madame a dit. Nous avons quand même 17 millions de personnes qui disent qu'elles ont consommé au moins une fois dans leur vie. Et un jeune de 17 ans sur deux, 48%, ça fait presque 1 sur 2, dit avoir consommé. Donc le problème les deux questions, amende et contravention, ne règlent ni le problème de la prévention, ni le problème de l'accompagnement, ni la qualité du produit, du THC. Mais donc vous nous dites que c'est un premier pas, mais que ça va pas assez loin. Je ne dis pas que c'est un premier pas, puisque presque tous les pays européens ont dépénalisé. Et certains sont allés encore plus loin et ont légalisé. Il y a les États-Unis où on voit les résultats de la légalisation qui a quand même fait diminuer, a stabilisé le nombre de consommateurs. On a aussi d'autres pays européens, le Portugal par exemple, le nombre de délinquants a baissé de 50%. Est-ce que en préconisant cette amende et la contravention, surtout qu'il n'y a pas de distinction faite entre cannabis et autres stupéfiants. Et on y viendra. C'est très important de le dire. Et ce rapport ne règle pas le problème non plus de l'économie alternative, de cette économie qui fait que ça aide au fait qu'on a de plus en plus de consommateurs, parce que ça devient de plus en plus facile. Je voudrais poursuivre ce premier tour de table. Aurélien Legrand, votre avis sur ce rapport ? Ce rapport, déjà, il n'a rien de très nouveau, puisque c'est une proposition qu'on retrouvait déjà en 2016 dans le gouvernement de Manuel Valls et la présidence de François Hollande, et contre laquelle, nous, au Front National, on s'était déjà insurgés. Je pense qu'il y a un très mauvais signal qui est envoyé avec ce rapport et cette proposition. C'est un signal de laxisme, encore une fois, de la justice, et ce qui montre bien que le problème est pris à l'envers, puisque finalement, ce que disait aussi votre reportage, c'est que la justice est encombrée, on n'arrive plus à condamner les fumeurs de cannabis, malgré le fait qu'ils ne respectent pas la loi. Donc finalement, on va arrêter de passer par la justice, on va mettre une simple amende. Pour vous, c'est un recul ? C'est un recul très très net, évidemment. Et puis c'est toujours finalement s'adapter à la baisse de moyens permanente de nos institutions. Donc il n'y a pas assez de policiers pour verbaliser, donc on arrête de contrôler. Il n'y a pas assez de juges pour s'occuper des dossiers, donc on arrête de juger. Et finalement, on a encore le laxisme qui est gagnant et la santé publique qui va être une grande perdante là-dedans. Daniel Jourdain-Méninger, est-ce qu'il y a un signe de relâchement avec ce type de rapport ? Non, il n'y a aucun signe de relâchement. D'ailleurs, je voudrais dire que sous la précédente législature, il y a eu un rapport qui a aussi préconisé la contraventionnalisation dans une commission qui était présidée par M. Marcangeli. Et donc, rien n'est nouveau.
La difficulté, c'est passer du diagnostic, je crois, nous partageons des consommations importantes, une banalisation du cannabis, une politique pénale inefficace, à une mise en œuvre pragmatique de solutions. Alors évidemment, en Europe, certains pays tolèrent l'usage. Il n'y a aucune dépénalisation dans les pays européens. D'autres États, comme les États américains, légalisent. Je crois que notre pays ne s'orientera pas, et c'est heureux, vers ces propositions. En revanche, il faut une autre politique pénale, mais pas une politique pénale toute seule, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a aucun lien entre sévérité ou laxisme d'une politique pénale et importance des consommations. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'aujourd'hui vient de sortir une étude que j'avais commandée quand j'étais présidente de la Mildeca, l'étude Aramis, qui cherche à voir quelles sont les motivations des mineurs à consommer. Et la motivation des mineurs à consommer, c'est intéressant de voir qu'ils consomment du tabac, mais il y a un regard très négatif sur la consommation de tabac. Ils consomment de l'alcool parce que pour eux, c'est synonyme de fête. Et en ce qui concerne le cannabis, c'est pour se mettre dans la norme sociale, pour faire comme les copains. Ce qui veut dire... caractéristique de l'adolescence. Voilà, ce qui veut dire qu'il faut faire une politique de prévention différente, avec davantage de moyens. Je voudrais dire quand même que quand j'ai été présidente de la Mildeca, mon budget n'a cessé de diminuer, mais que néanmoins, les pratiques professionnelles se sont beaucoup développées, avec une qualité et une efficacité qui restent toujours à améliorer, parce que c'est compliqué, la prévention. Je le précise pour les téléspectateurs, Mildeca, c'est bien mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Je vous en prie. Je voudrais revenir quand même sur la prévention, qui n'est pas du tout un petit sujet, mais vous y faites allusion. Vous savez, dans les années 70, l'éducation nationale s'est emparée d'un sujet qui était quasi tabou, c'était l'éducation sexuelle. Bon, il faut vraiment s'emparer de ce sujet-là, mais pour vraiment montrer, preuve à l'appui, la toxicité, mais au sens littéral du terme, de l'usage de drogue, dont le cannabis. Pourquoi ? Parce que le cannabis, il a été entouré quand même, je dirais, d'une forme d'indulgence, d'indulgence des élites, un peu post-68 tarde, le cannabis est gentil. Sauf que... Mais tous les rapports médicaux sont d'accord pour dire que le cannabis est dangereux ? Sauf que... Attendez, je termine juste, si vous permettez. Entre le cannabis d'il y a 15 ans, vous me confirmerez, et celui d'aujourd'hui, on voit bien que le THC, vous y faisiez allusion tout à l'heure, a augmenté de manière vertigineuse, ça a plus que doublé, et c'est un produit qui est particulièrement toxique au sein du cannabis. D'ailleurs, il y a un rapport de l'INSERM que j'avais commandé qui détaille très précisément quels sont les ravages que le cannabis fumé à dose intensive fait sur le cerveau des jeunes jusqu'à 25 ans, puisque c'est un cerveau en maturation. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'aujourd'hui, les experts sont d'accord pour dire attention, les adolescents. Il y a unanimité des experts en la matière. Des experts. Le sujet, ce n'est pas le cadre de 45 ans qui fument pour se détendre le soir en rentrant du Notre travail. préoccupation, ce sont les adolescents, ce sont les jeunes. Il faut aussi, bien sûr, on est d'accord là-dessus, mais il ne faut pas non plus, disons, dramatiser. La plupart des gens qui consomment, c'est une consommation récréative. Mais cela n'empêche pas que l'addiction, en revanche, au cannabis, est très dangereuse, comme toute addiction. Moi, je suis aussi pour qu'on procède à une amende ou à une contravention pour l'absorption d'alcool, et dans les quantités phénoménales qu'on connaît chez les jeunes. L'alcool est aussi dangereux, sinon plus, que le cannabis. Écoutez, dans ce domaine aussi, on n'a pas fait grand-chose. Et la prohibition, on sait ce qui est arrivé aux États-Unis avec la prohibition de l'alcool, puisqu'on avait de l'alcool sur le cannabis. Donc là, c'est la même chose. Pour vous donner une idée de ce qu'Emmanuel Macron veut faire. Alors que... Quoi ?
J'ai pas tout à fait compris, madame. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous voulez dire quoi Sans dramatiser. Elle explique que même si des rapports d'expertise prouvent que c'est très dangereux pour les jeunes, il ne faut pas non plus dramatiser pour les adultes. Pour la consommation dite récréative pour les adultes. Pour vous donner une idée... Ce n'est pas plus dangereux que l'alcool. Moi, je veux qu'on donne une amende aussi pour ceux qui abusent de l'alcool et ceux qui abusent du tabac. Vous savez, c'est aussi dangereux. Ce sera le gros titre de cette émission. Sauf que les élèves arrivent, nous avons de plus en plus de cas d'élèves qui arrivent tous les jours en cours et qui ont fumé. À ma connaissance, fort heureusement d'ailleurs, on n'a pas des élèves qui arrivent tous les jours ivres à l'école. Ivres. Bon. Aurélien Legrand. Il est évident, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, que la politique... des adultes. Merci. Allez-y. Il est évident donc que la politique de prévention est absolument nécessaire, et la politique de soins, puisqu'on a parlé d'addiction, et je pense que c'est aussi quelque chose qui est important. Mais je ne pense pas, et notamment vis-à-vis de la jeunesse, qu'on envoie un signal très positif en banalisant cette consommation avec le passage à une simple contravention. Alors, on parle de la prohibition des années 30 aux États-Unis, on est un peu loin de ça, mais on est en droit de se poser aussi une question sur l'échec de la politique répressive qui est la nôtre actuellement, tout simplement sur le fait qu'elle n'est pas appliquée, cette politique. Votre reportage l'a dit et tout le monde le sait, alors que la loi prévoit de fortes amendes, 3 750 € d'amende, c'est quand même des sommes qui restent dissuasives, notamment pour des jeunes, et qui pourraient faire réfléchir, eh bien cette politique n'est pas appliquée, et finalement les tribunaux condamnent uniquement à de simples rappels à la loi. Face à un afflux de consommateurs grandissant. Mais c'est toujours la même chose. C'est la même logique que ce que je dénonçais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on renonce devant la difficulté. Mais quand on parle de centaines de milliers de personnes, évidemment, la sanction devient plus compliquée. Et la sanction est nécessaire, je pense. Cela fait des années que le débat existe en France. Faut-il une dépénalisation? Faut-il une légalisation? Un simple contrôle des usages? En attendant, jamais le marché de la drogue n'a été aussi prospère. Il génère aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. On va en parler dans un instant. D'abord, cet état des lieux de la consommation de drogue en France avec Nelson Guetten. Le cannabis, drogue illicite la plus consommée en France, représente 80% de la consommation de stupéfiants. En 2016, 11% des adultes âgés de 18 à 64 ans, soit environ 4,1 millions de personnes, ont fait usage de ce produit au moins une fois dans l'année. Parmi eux, on dénombre 1,4 million de consommateurs réguliers, soit au moins 10 fois par mois, et 700 000 consommateurs quotidiens. Chez les jeunes de 17 ans, 48% ont déjà fumé du cannabis et 9% sont des fumeurs réguliers. Si le nombre de consommateurs en France se stabilise depuis 4 ans, l'usage du cannabis reste très élevé. En comparaison avec les autres États européens, la France est en tête des pays les plus consommateurs de cannabis. Avec 11% de fumeurs, les Français sont devant l'Espagne et l'Italie, chacun à 9,2%, et loin devant l'Allemagne. Plus surprenant, les Pays-Bas, pourtant seul pays européen à avoir légalisé le cannabis, n'est qu'à 8%. Et je voudrais ajouter cette phrase d'Emmanuel Macron en septembre 2016. Aujourd'hui, le cannabis pose un problème en effet de sécurité, de lien avec la délinquance dans des quartiers difficiles, de financement de réseaux occultes. On voit bien que la légalisation du cannabis a des intérêts de ce point de vue et une forme d'efficacité. Voilà ce que déclarait Emmanuel Macron en septembre 2016. Oui, mais tout à fait. Regardez un petit peu les États américains qui ont légalisé, et dernièrement la Californie, qui est le plus grand État américains. Et là, il n'y a pas une augmentation de la consommation de cannabis. Et cette légalisation va faire disparaître totalement le marché alternatif. Le marché alternatif, ça veut dire qu'il y aura une disparition de la délinquance. Si on se croit plus intelligent que les Américains, en plus, il faut dire... c'est notre conservatisme qui fait dire ça. La légalisation pourrait également générer 2 milliards d'euros de bénéfices qui pourraient être employés pour la prévention et pour l'accompagnement des addictés. Danielle Jourdain-Méninger. Moi, je pense qu'il est très dangereux de comparer des civilisations et des économies qui sont extrêmement différentes. Aux États-Unis, dans les États qui ont légalisé, vous avez d'une part un comportement plutôt hédoniste,
vous avez des start-up qui sont en train de se monter parce que ça génère effectivement beaucoup d'argent. Vous avez un pragmatisme que l'on ne connaît pas dans nos pays européens. Dommage. Et quant à la baisse des délits, évidemment, puisque ça n'est pas pénalisé, puisque c'est devenu une activité légale, oui, c'est normal. Statistiquement, les chiffres baissent. Statistiquement, ça baisse. En revanche, on constate une explosion de la consommation d'héroïne aux États-Unis. On constate aussi que les opiacés sont prescrits de manière importante. Donc, il faut s'interroger sur l'effet. Vous voulez dire que ça fait vaste communicant ? Il faut s'interroger. Il y a eu... Oui. Il y a en tout cas cette notion d'hédonisme, mais c'est très important, la notion aussi que vous évoquez, l'hédonisme, jusqu'où ça va. Bon, parce que c'est un problème civilisationnel. Je ne suis pas sûre qu'il faille être d'ailleurs dans le registre de la morale, il faut être dans le registre du pragmatisme et puis de la construction d'une société du vivre ensemble. Moi, j'ai regardé les études des États-Unis, je me hasarderais bien d'établir une relation entre l'un et l'autre, mais je constate que les États-Unis que vous pointez comme un peu modèle sur le sujet. Pas moi. Non, mais Madame la sénatrice. Non, mais que vous montrez un peu modèle sur ce sujet-là. Oui, mais les chiffres sont absolument calamiteux sur les consommations de drogue dure. Voilà. Ça n'a rien à voir, le cannabis et les drogues dures. Il y a quand même... Vous allez réagir, Aurélien Legrand. Il y a quand même des questions, à un moment donné aussi, d'affichage. Voilà. Si vous légalisez, moi je suis extrêmement défavorable à la légalisation, tout en étant favorable à la forfaitisation des amendes, parce que je pense qu'il faut être pragmatique. Quand quelque chose ne marche pas, il faut essayer de faire en sorte que ça marche, surtout sur les amendes, surtout si les amendes, pardonnez-moi, étaient, je dirais, fléchées, par exemple, sur la prévention. C'est ça qu'il faut absolument. Mais les contraventions seraient beaucoup plus rentables de ce point de vue. Bien sûr. Et la contravention me semble être un meilleur système que les amendes forfaitaires. Aurélien Legrand. Oui, il est évident que la délinquance ne va pas disparaître parce qu'on va légaliser le cannabis, elle va juste se transformer. Et aujourd'hui, c'est le cannabis qui est à la mode parce qu'on le trouve dans certains supermarchés de la drogue. On y reviendra, je pense, un petit peu plus tard. Si demain le cannabis est légalisé ou en libre accès, eh bien ce sera d'autres drogues, les drogues de synthèse, qui seront à la mode et que les jeunes se mettront à consommer. Donc on a une espèce de fuite en avant permanente. Et je pense aussi qu'une question qu'on est en droit de se poser quand on regarde les chiffres que vous avez mis à l'écran tout à l'heure sur la consommation de drogue en France, c'est justement, là encore, l'existence de ces véritables supermarchés de la drogue dans certains quartiers où on voit maintenant, à l'entrée de certaines cités, des panneaux mis en place par les dealers qui indiquent les tarifs, qui indiquent les produits disponibles. Alors on trouve ça facilement sur les réseaux sociaux. Hein, vous savez, c'est la magie de la communication moderne. Alors j'ai pas d'exemple là qui viennent, mais on en trouvera sans aucun problème. Je pense que les téléspectateurs qui nous regardent n'auront aucun problème à trouver ça sur les réseaux sociaux. Alors justement, je voudrais qu'on élargisse le débat, excusez-moi, et qu'on revienne sur la première salle de shoot française. Cela fait un peu plus d'un an qu'elle a été installée dans le 10e arrondissement de Paris. Un pari globalement réussi, nous dit la mairie de Paris. Écoutez ce qu'en pensent certains riverains, interrogés tout à l'heure par Nelson Guetten, qui au passage a eu beaucoup de mal à réaliser son tournage, tellement la tension est grande sur place. Bien sûr. Créer cette salle de shoot dans une zone d'habitation est une très mauvaise idée. Voilà. Et de plus, il y a les gens qui shootent, mais il y a aussi les vendeurs. Ça, c'est autre chose aussi. C'est vraiment un changement du quartier qui est quand même nuisible. Et puis nous, l'inquiétude et même la peur, quoi. Donc ça, c'est pas normal de vivre dans un endroit où on a peur. Le problème, c'est qu'en arrivant le soir ou en rentrant un petit peu tard, on retrouve assez facilement des seringues à côté des poubelles ou même dans les toilettes publiques. Donc c'est un petit peu contraignant pour la vie de quartier et surtout s'il y a des enfants. Enfin, il y a beaucoup d'enfants dans ce quartier et je trouve ça un petit peu délicat de vivre dans des conditions comme ça. Et je le dis, notre journaliste a eu beaucoup de mal à tourner ces quelques réactions parce que certains ont peur de réagir devant les caméras. Florence Berthoud, et ensuite vous. Une de mes collègues qui était très opposée à cette salle de shoot, Déborah Pavlik, m'a montré des images prises depuis des cuisines ou des salons qui donnent au-dessus de la salle de shoot. Je lui ai demandé de me remontrer des images. J'avoue, je n'y croyais pas. Toute la journée, il y a des bagarres, il y a les dealers qui sont à côté, il faut le dire, les dealers sont là. Il n'y a pas de consommation, ce que je dis est peut-être un petit peu basique, mais quand on consomme,
il y a à côté du trafic et des dealers, il y a des rixes dans les rues en permanence. Alors évidemment, il y a la vie de quartier avec les seringues qu'on retrouve, etc. C'est évidemment épouvantable. Mais il y a de la violence et une tension qui est énorme et qui n'est palpable que lorsque l'on se rend sur ces lieux. Et j'ajoute que notre journaliste qui s'est donc rendu sur place cet après-midi nous a dit le problème c'est qu'en plus les fumeurs de crack ne peuvent pas accéder à cette salle de shoot et du coup ils se retrouvent dans une salle de shoot bis. Oui. Et ça se retrouvent aussi sur des arrêts métro. C'est la rue qui est devenue cette salle de shoot. Et c'est la rue qui est devenue. Et ils se retrouvent également dans des arrêts métro, je le rappelle, où des lignes maintenant à partir d'une certaine heure. Et on rappelle la une du Parisien de la semaine dernière, les zombies ne s'arrêtent plus, c'est une réalité. Esther Benbassa. Oui, la 4 et la 12. Oui, mais je ne sais pas pourquoi on est en train là de confondre. On a élargi le débat, j'ai bien précisé en introduction qu'on élargissait le débat. Et le rapport sur le cannabis. Et tout cela fait que les gens... C'est pas le même sujet d'abord. C'est un autre sujet. Ça fait que les gens confondent et paniquent, les parents, etc. Il faut expliquer que ce n'est pas la même chose, qu'il faut combattre bien sûr les deux, mais que l'un ne mène pas à l'autre. C'est pas parce qu'on consomme du cannabis qu'on va devenir héroïnomane. Oui, personne n'a dit non, mais c'est important de faire de la pédagogie. Parce que nous avions... demander à Ipsos de nous faire un sondage lorsqu'on a fait un colloque récemment, et on voit les Français eux-mêmes ne sont pas contents de la législation actuelle. Mais là, vous les confondez, vous les mettez en panique. Ils vont se dire, voilà, mon fils va consommer de l'héroïne. Mais peut-être qu'on peut, si ça gêne tant les gens, enfin les habitants de la rue, on peut trouver d'autres solutions. Il n'y a pas que la salle de shoot. Mais enfin, ne réduisons pas les problèmes. Savent très bien faire la distinction entre cannabis, la première partie du débat, et salle de shoot, qui est notre deuxième partie du débat. Ils savent très bien faire la distinction, j'en suis certaine. Alors, je voudrais quand même dire qu'il y a 2 salles de consommation à moindre risque, une à Strasbourg et l'autre à Paris, qui se sont appuyées sur des quartiers dans lesquels il y avait d'énormes problèmes de drogue. Parce que ce que l'on dit là, ça ne les a peut-être pas améliorés, mais de toute façon, ça ne les a pas aggravés parce que la situation, notamment près de la gare du Nord, est très difficile. Vous avez effectivement des trafiquants, vous avez des usagers de drogue, et cet espace, comme ça existe dans plus de 10 villes dans le monde, il y a 100 salles de consommation à moindre risque qui existent aujourd'hui, c'est une solution pragmatique, c'est pas une solution extraordinaire. Il y a un travail qui est fait avec les riverains. Moi, j'avais commandé une équipe pour assister à la fois les associations et les riverains. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai qu'il faut pouvoir améliorer les choses. Mais encore une fois, vous avez des personnes qui, de toute façon... Ça ne marche pas dans le 10e. Si, ça marche, puisque vous aviez des personnes qui se droguaient dans les escaliers des parkings, et qui dans les halls d'immeubles. Et dans les escaliers des parkings, et dans les halls d'immeubles, et devant, et chez les gens, dans les halls des gens. Ce ne sont pas les mêmes. Il faut regarder les images que les riverains mettent en ligne. Globale. Moi, je fais autre chose que regarder les images. J'y vais au titre de mes anciennes fonctions. Nous aussi, on y va. Justement, c'est pour ça qu'on fait des campagnes. Moi, je n'y vais pas pour faire de la politique, ni pour faire de la morale. J'y vais pour voir comment ça se passe, comment on peut améliorer les choses. J'ai confiance à la fois dans les élus qui parlent beaucoup aux habitants, parce que là, on a interviewé des gens qui étaient contre, mais il y en a aussi... des gens qui ont osé répondre devant les caméras, c'était pas évident. Ceux qui n'ont pas eu déjà assez peur pour répondre. Mais quelle est votre solution, le quartier est très compliqué. Mais bien sûr qu'on a des solutions, évidemment. Sont vos solutions? Mais déjà de commencer par arrêter de faire... Ça nous coûte 600 millions d'euros. Si vous me posez une question, peut-être vous pouvez écouter la réponse. 600 millions d'euros, ça nous coûte. Déjà, je profite par rapport à ce qu'on entend pour redire toute notre solidarité aux riverains qui subissent effectivement cette salle de shoot et ses conséquences. Cet endroit, on le sait, est devenu un point de fixation des dealers et avec la complicité des pouvoirs publics, puisque nous le savons, comme Marine Le Pen est allée faire une patrouille avec la BAC dans le 10e arrondissement précisément la semaine dernière, eh bien les policiers lui ont dit clairement qu'ils avaient pour consigne de fermer les yeux sur les dealers autour de la salle de shoot pour ne pas gêner l'expérience de la mairie de Paris et bien entendu au détriment des dealers qui
accent-là. de dire ces choses-là. Ça n'est pas acceptable, ça n'est pas la vérité. Et d'ailleurs, il nous reste moins d'une minute pour conclure. Oui, et d'ailleurs les policiers, et d'ailleurs les d'aller voir, effectivement, d'aller discuter avec ces riverains qui, même à vous, n'ont pas osé parler tellement. Et les policiers ont été largement associés à la mise en place de cette salle, qui est une salle de consommation à moindre risque. Tous ceux qui vous écoutent doivent bien sourire en ce moment. Florence Berthoud, pour conclure, s'il vous plaît. Et pour apaiser peut-être le débat, je suis à titre personnel défavorable aux salles de shoot, mais j'entends qu'on me dit salle de consommation à moindre risque. Quand on veut faire ça, il faut aussi préparer le terrain et il faut l'accompagner. Il faut qu'il y ait des forces de l'ordre sur le sécurité. Oui, c'est ce que nous avons fait. Non mais, oui, enfin... On ne veut pas dire que les riverains, pardonnez-moi, sont gênés. Je vous assure, c'est beaucoup plus préoccupant que ça. Donc, il faut une opération qui soit très encadrée, très accompagnée, avec beaucoup de moyens à l'extérieur de cette salle de consommation à moindre risque. Et on aura l'occasion d'y revenir sur Public Sénat. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Olivier Babot à Elliot Lepers. Nous allons notamment revenir sur l'annonce choc de Carrefour. 2400 postes supprimés via un plan de départ volontaire. Le groupe entame sa transformation, mais à quel prix? On va tenter de répondre à cette question. D'abord, ce sujet de Flora Sauvage. 7 mois après son arrivée à la tête du groupe Carrefour, Alexandre Bompard annonce 2400 suppressions de postes au siège et la cession de 273 magasins de l'ex-enseigne Dia. Le jeune PDG veut mettre fin à ce qu'il appelle les lourdeurs de son entreprise, qui emploie 115 000 personnes en France, un plan de départ volontaire qui inquiète les syndicats. Il nous parle de 273 magasins, les ex-Dia. Ils représentent plus de 2000 salariés. Et on parle de fermer ou de vendre ces établissements. Mais on parle aussi de la logistique. On parle de la mise en location-gérance d'hypermarchés. On parle de 5 pour l'instant. Or, Carrefour a entre 20 et 40 hypermarchés qui ont des situations comparables aux 5 qui vont passer en location-gérance. Face à la concurrence drastique, la direction de Carrefour a annoncé une réduction des coûts de 2 milliards d'euros dès 2020. Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, se veut pourtant rassurant. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président de Carrefour, Alexandre Bompard, et je lui ai dit très clairement que l'État serait vigilant sur l'accompagnement de chaque salarié concerné par ce plan. Si Force ouvrière appelle à une grève le 8 février, la CGT dit redouter 10 000 suppressions de postes, bien plus que ce qui y est annoncé. Avec nous pour ce match des idées ce soir, Olivier Babot, bonsoir. Professeur à l'Université de Bordeaux, président de l'Institut Sapiens et auteur de ce livre « L'horreur politique, l'État contre la société ». Elliot Lepers, co-initiateur du mouvement contre la loi travail et expert en mobilisation citoyenne. Merci à tous les deux. Est-ce qu'on est dans le cas de Carrefour, dans un cas typique d'un groupe qui veut se moderniser, qui veut se pérenniser, qui veut avancer, qui doit absolument le faire, mais est-ce que ça se fait forcément au prix de nombreux emplois? Alors, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais Carrefour est à un tournant. C'est évident, et il le prend tard, son tournant. Et il l'a payé cher, puisqu'il est passé de la 2e à la 9e place mondiale en peu de temps. Leclerc est passé devant lui, et en réalité, tous les analystes expliquent que jusqu'à maintenant, ça fait quasiment depuis les années 2000, qu'on disait que Carrefour devait faire sa mue, et ça y est, il le fait enfin, pour dire mieux vaut tard que jamais. Mais il fait sa mue comme les autres. Pourquoi ? Parce que, évidemment, le métier de la grande distribution se transforme sous l'effet de l'évolution des pratiques et évidemment de l'évolution technologique, de l'apparition de nouveaux concurrents qui sont, d'une part, on pourrait dire, les hyper-discounters et d'autre part, évidemment, les grands distributeurs en ligne, tels qu'Amazon qui vient d'ouvrir un magasin aux États-Unis à Seattle. Pour autant, je poursuis un tout petit peu, il aurait supprimé moins de postes s'il avait opéré sa mue avant ? Non, je crois que c'était absolument nécessaire. Alors, en l'occurrence, les postes dont on parle, les 2400, ce sont des postes au siège qui auraient dû en réalité déjà disparaître au moment des synergies qui devaient se dégager au moment des fusions, notamment avec Promodes. Donc, en fait, c'est des synergies qui n'ont pas été bien faites, comme souvent d'ailleurs dans les fusions. Donc, ça devait arriver. Ce qui est plus, on pourrait dire, encore plus prévisible, ce sont les disparitions très rapide des postes évidemment de caissière à terme. Elliot Lepers, ce que vous inspire cette affaire Carrefour, ce plan choc annoncé aujourd'hui et cette mue que Carrefour devait absolument opérer qui se fait au prix de nombreux emplois? Le problème, c'est que quand on regarde les chiffres de 2016, on n'a pas encore 2017, 746 millions de bénéfices nets pour le groupe Carrefour. Quand on regarde les aides d'État qui sont touchées par Carrefour en 2017, ce coup-ci en tout, en comptant le CICE et puis les exonérations de cotisations sociales, c'est 400 millions
d'euros. Tout ça pour arriver à 2400 suppressions de postes, peut-être plus. Il y a les 2100 suppressions de postes du groupe DIA qui sont peut-être aussi dans... Et les syndicats redoutent la suppression de 10 000 postes. Et jusqu'à 10 000 selon les estimations des syndicats. Donc c'est quand même inquiétant. Au minimum, de se dire que malgré tout cet argent qui est disponible et en fait qui est reversé directement aux actionnaires, eh bien on considère qu'il faut supprimer des postes. Ça, c'est quand même un souci, d'autant que le problème de la transition numérique, la transformation numérique qui s'applique à toutes les entreprises, c'est justement l'enjeu des dirigeants de ce groupe, des dirigeants de cette entreprise. C'est pour ça qu'ils sont payés grassement et qu'ils assument la responsabilité de tracer un cap pour ces entreprises et d'anticiper ces grands changements. Eh bien, on voit qu'il y a une faille dans l'exercice des fonctions de direction de ce groupe. Et qui c'est qui va assumer eh bien, les conséquences? Ça devrait être les salariés, selon le groupe Carrefour. Moi, ça me pose problème. Olivier Babot. La vraie faille, elle aurait été si on n'avait rien fait. C'est ce qui s'est passé depuis trop longtemps, justement. Si on continuait sans rien faire, c'est pas quelques emplois, c'est tous les emplois qui disparaîtraient. La grande distribution connaît vraiment une mutation majeure. Le modèle des hypermarchés arrive à bout de souffle. Autrefois, ils avaient fait la grande distribution avait fait, on s'en souvient, son développement dans les années 50 sur le prix, sur la largeur de l'assortiment, sur la simplicité. Et sur ces trois éléments, aujourd'hui, ils sont durement concurrencés et ils doivent se moderniser avec le retour à plus de proximité, le développement par exemple de l'offre bio, une hybridation de plus en plus grande avec une part d'Internet. Ça, c'est la réalité de la grande distribution aujourd'hui. Carrefour doit se transformer et malheureusement cette transformation elle implique on pourrait dire du changement de structure en termes de personnel, c'est assez inévitable. Elliot Lepers, c'est un argument que vous entendez ça? C'est 2400 suppressions de postes aujourd'hui, mais ça pourrait être largement pire si Carrefour n'opérait pas ce changement. Mais il y a un retard qui est clair. Il y a un retard qui a été pris par la direction de l'entreprise et qui maintenant génère des conséquences qui sont très graves. Non mais en gros, c'est soit 2400 suppressions de postes aujourd'hui, soit la faillite de Carrefour. C'est toujours Est-ce que pareil. C'est un argument mais ça, c'est toujours pareil. qui vous paraît audible? Ça s'appelle du dumping social finalement. C'est en fait, on nous fait toujours... Il y a cette espèce de Damoclès qui nous fait croire que le marché finalement est une sorte de décision un peu magique. Une politique de la peur, une politique... Mais ça, c'est pas nouveau quand même. Et donc, on utilise ça à bon escient pour, eh bien, en l'occurrence, générer encore plus de profit pour les actionnaires. Ce qui aurait été intéressant pour la direction de Carrefour, c'est de dire, par exemple, eh bien, on a effectivement un problème d'effectifs, on doit répartir les effectifs, et bien, on passe tous les caissiers à 32 heures au lieu de 35, à salaire constant. Comme ça, on répartit mieux le travail, parce qu'effectivement, on veut inventer un autre modèle de société. Pourquoi est-ce que c'est pas ça qui est proposé? Pourquoi c'est toujours la solution où c'est les salariés les plus précaires qui trinquent? Voilà. Non, mais il ne s'agit pas bien sûr qu'il faut penser la société de demain, mais il ne s'agit pas de faire travailler moins les caissières. Les caissières sont en train de disparaître. Je vous donne juste l'exemple d'Amazon qui vient tout juste d'ouvrir son premier supermarché aux États-Unis sans caissière, sans aucun salarié sur place, à l'endroit où on va faire ses courses. Bien sûr. Et est-ce que c'est pas ça le mouvement de l'histoire, le sens de l'histoire? Amazon, par ailleurs, ouvre des grandes surfaces. D'accord ? Donc il y a un mouvement de développement du côté d'Amazon qui rachète des chaînes aux États-Unis de grandes surfaces et donc qui n'est pas dans une solution, dans un choix de repli du marché. Au contraire, plutôt dans une perspective de développement. Après, sur les salaires, sur les salariés, il y a la question de savoir comment est-ce qu'on va les requalifier. Est-ce que c'est le rôle derrière une caisse ou pas? Mais quand on dirige un groupe, on a aussi une responsabilité. Il y a un groupe qui implique d'avoir des personnels qui vendent des objets. Ça fait partie de l'équation. Et aujourd'hui, on a l'impression que les caissières, elles n'existent pas dans le plan qui est celui proposé par la direction de Carrefour. Olivier Babot, ça va arriver ce que fait Amazon là aux États-Unis? C'est quelque chose qui va arriver évidemment en Europe. Mais c'est inéluctable. Vous allez chez Decathlon, vous posez votre panier rempli, on vous dit tout de suite, la caissière n'a même pas à prendre les produits, elle vous dit combien ça fait. Très très clairement, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de caissière. Mais à quoi ça sert ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de personnel? Non, parce que la réalité aujourd'hui, c'est que la survie du magasin physique, elle est à travers l'hybridation, c'est-à-dire ce qu'on appelle le multicanal, si vous voulez. Vous pouvez vendre en ligne, vous pouvez venir chercher, etc. Et puis, à travers, surtout, l'expérience du client qui va trouver un intérêt à venir physiquement. La grand-messe du samedi matin, où tout le monde en famille va dans l'hypermarché, ça existe un peu, mais ça existe de moins en moins. Enfin, je sais pas, moi, personnellement, ça me fait pas triper, mais il y a des gens qui continuent à le faire, ils doivent y trouver un intérêt. À un moment donné, on ira dans un magasin que parce qu'on y trouvera plus que ce qu'on trouve en ligne. Et donc là, effectivement, il y a de la place pour du personnel qualifié, du personnel qui va pouvoir vous aider, et évidemment pour, on pourrait dire, ce qu'on appelle une expérience de consommation. Ça veut dire que, quelque part, le travail très très répétitif, et que beaucoup de gens dénonçaient comme un petit peu inhumain et terrible de la caissière, va disparaître au profit de travaux, on pourrait dire, plus qualifiés, ce qui pose la question, évidemment,
de la formation et d'une façon un petit peu anticipée de voir ces évolutions. Il n'y a pas que Carrefour pour qui le problème se pose. Ça fait plus de 10 ans qu'on sait très bien que ce type d'emploi va disparaître et qu'on aurait dû s'y préparer. Peut-être pour conclure, il y a deux sujets en fait selon moi. Il y a d'abord effectivement l'évolution des modes de consommation et peut-être moi je ne vais pas défendre les grandes surfaces qui abîment nos zones rurales notamment. La grande surface effectivement elle est vouée à évoluer. Mais derrière il y a la responsabilité du chef d'entreprise et qu'on n'interroge pas du tout dans cette affaire et de dire pourquoi est-ce qu'on supprime des postes de caissières? Quelle est la volonté première? C'est pas parce que le client en a marre de voir des caissières. C'est uniquement parce qu'on veut générer plus de rentabilité et qu'on veut reverser plus de dividendes. Et ce modèle-là de l'entreprise, ce modèle de l'entreprise uniquement voué à générer du profit pour les actionnaires, c'est celui-là qu'il faut interroger, c'est celui-là qu'il faut remettre en question. Une grogne qui ne redescend pas, c'est celle des surveillants de prison cette fois. 9e jour de blocage, nouvelle séance de négociation avec la garde des Sceaux ce mardi à la Chancellerie et nouvelle rupture puisque les syndicats ont claqué la porte, ils ont quitté la table des discussions. Nicole Belloubet en appelle à la responsabilité des organisations syndicales, message répété tout à l'heure par Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui annonçait même un petit coup de pouce. Nous allons accélérer les recrutements pour réduire les vacances des postes en détention avec 1100 emplois supplémentaires sur une durée de 4 années. Nous sommes prêts à examiner, dans le cadre d'une enveloppe raisonnable, des mesures indemnitaires spécifiques et ciblées en faveur de ces personnels. Je dis bien spécifiques et ciblées, la discussion aura lieu. C'est une manière d'améliorer l'attractivité des métiers pénitentiaires. C'est une manière de compenser un certain nombre de charges qui sont spécifiques aux surveillants pénitentiaires. Là encore, la discussion est ouverte et nous aurons des propositions à formuler aux organisations syndicales. Mais le blocage reste total. Olivier Babot, c'est la première vraie crise pour le gouvernement, pour la garde des Sceaux. Comment vous analysez cette situation ? C'est partie des sujets terribles dont le gouvernement hérite, et n'importe quel gouvernement aurait été confronté au même. Parce qu'évidemment, c'est une situation qui pourrit depuis très longtemps. Nos prisons, c'est une cocotte minute sur laquelle on essaye de poser un couvercle, mais qui est absolument terrible. Vous avez des effets de contamination, de radicalisation. Mieux payer les surveillants, en mettre plus, faire que tous les postes soient pourvus, je veux dire, c'est probablement un minimum compte tenu de la difficulté dont on m'a parlé de ce travail aujourd'hui. Mais j'ai peur que ça ne suffise pas. C'était Michel Foucault, vous savez, dans Surveiller et punir, qui expliquait que la modernité avait apporté à tous les délits, pour dire à toutes les déviances, l'unique solution de l'enfermement. Et on voit aujourd'hui la limite, alors c'est encore plus vrai aux États-Unis, où je crois que 2% de la population est incarcérée tout de même. On voit les limites de ce modèle de la prison où, sans discernement, vous mettez tout le monde ensemble et finalement, certes, vous les éloignez pendant un moment de la société, mais au bout d'un moment, ils vont y revenir et ils vont revenir probablement dans un état pire. Donc vous avez certes la punition, vous avez l'enfermement, mais vous n'avez pas la réhabilitation, vous n'avez pas la réinsertion derrière. Or, c'est pourtant ça, aujourd'hui, les objectifs que devrait avoir une prison moderne. Donc vous nous dites que les surveillants de prison ont raison de continuer de bloquer? Ils ont naturellement raison, mais la solution ne passera pas par des solutions rapides. Elle passe probablement par une diversification des peines, peut-être moins enfermées pour des peines qui n'en ont pas, pourrait dire, l'utilité, peut-être créer d'autres prisons. En tout cas, c'est quelque chose qui sera au long cours et probablement le but pour le gouvernement aujourd'hui, c'est de faire cesser la grogne, mais on ne peut pas régler le problème si rapidement. Elliot Lepers. On a l'impression quand même que le front social s'intensifie, que le ciel s'assombrit pour le gouvernement. Quand on regarde un petit peu en arrière, c'est pas la première fois qu'un ministre est comme ça, passe son baptême du feu. Finalement, il y a eu Muriel Pénicaud avec le passage des ordonnances qui s'est passé de manière assez propre, si j'ose dire. Ensuite, il y a eu la rentrée un peu mouvementée pour Jean-Michel Blanquer, mais qui a finalement réussi l'exercice du point de vue, en tout cas, du gouvernement. Donc là, on a Madame Belloubet et effectivement, Mais là, on a l'impression que le conflit s'enlise. On a l'impression que c'est vraiment peut-être le premier point de crispation. Moi, je suis assez d'accord avec ça. On a vu le retard à l'allumage, finalement 4 jours pour aller visiter le premier centre pénitentiaire, pour aller constater la grogne. Et puis, pour l'instant, après plusieurs jours de négociations, on n'a rien qui sort. Et puis, les syndicats rejettent en masse ce qui est proposé. Regardez cette remarque du député François Ruffin de la France Insoumise. À chaque fois qu'on parle des prisons, c'est en millions d'euros pour des prisons neuves. Qu'est-ce qu'on donne aux gardiens, à la réinsertion des prisonniers? C'est tout pour les bâtiments, rien pour les gens. C'est vrai que c'est un peu ce qui s'est passé ces dernières années. On a souvent investi dans le bâtiment ou dans les structures, mais pas tellement pour les gens.
C'est vrai, mais le gros problème, c'est quand même la surpopulation carcérale. Quand vous avez quasiment le double du nombre de prisonniers dans une cellule par rapport à ce qui est prévu, c'est complètement délétère, parce que cette promiscuité, elle est terrible, y compris pour l'équilibre. Et c'est terrible pour les gardiens de prison, évidemment. Évidemment, mais c'est extrêmement dur comme métier, donc c'est tout à fait normal aussi d'essayer de considérer une augmentation de leur salaire, mais je ne crois pas que ça suffise. Je crois qu'il faut essayer de repenser peut-être toute notre politique carcérale, mais finalement, à travers notre politique carcérale, c'est la société qui est remise en question, c'est la façon dont on traite nos marges en réalité. Donc c'est un problème très, très, très profond. Un dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous ce soir. Hier, à l'occasion du 55e anniversaire du traité de l'Élysée, signé en 1963, l'Assemblée nationale et le Bundestag ont voté une résolution commune appelant à un nouveau traité de l'Élysée. Emmanuel Macron et Angela Merkel, pour l'occasion, ont fait une déclaration commune qui a été postée sur Twitter. Sans attendre ce nouveau traité, nous souhaitions, avec la chancelière, vous inviter à faire vivre cette amitié. Et nous en appelons en particulier à la jeunesse. Que vous soyez élèves, apprentis, étudiants, saisissez les opportunités de rencontres et d'échanges. Tentez d'apprendre la langue de l'autre. Soyez ouverts à sa culture. Soyez curieux les uns des autres. Et participez au grand exercice de consultation citoyenne que nous lancerons à partir du printemps. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande. Auf Wiedersehen. Elliot Lepers, que vous inspire cette séquence? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'un duo franco-allemand plutôt que d'une Europe des 28? On avait ce projet qui avait été annoncé au discours de la Sorbonne, et puis Angela Merkel qui était un peu empêtrée dans la recherche de sa coalition. Moi je trouve que c'est une bonne nouvelle, en tout cas c'est une bonne dynamique pour l'Europe, et pour l'instant... ça relance le moteur franco-allemand. C'est intéressant ce que fait Emmanuel Macron, il faut le reconnaître sur le modèle européen, en tout cas sur l'idéal d'une Europe. Après, effectivement, le danger c'est ça, c'est de ne pas créer une sorte d'Europe à deux vitesses, où on aurait les espèces de deux locomotives qui ensemble construisent une relation extrêmement nourrie, extrêmement intense, mais les deux puissances les plus riches finalement, et puis derrière on oublie la construction européenne avec toutes les puissances, et c'est ça qu'il va falloir guetter, c'est relancer finalement un modèle européen, et qui soit aussi sur d'autres sujets que simplement la culture et l'économie. On peut poser la question de l'environnement. On a vu la semaine dernière avec l'interdiction de la pêche électrique au Parlement européen, la difficulté qu'ont eu les militants environnementaux à faire avancer ce sujet-là, alors que ce sont des sujets cruciaux. Eh bien là, il y a un sujet de construction européenne avec toutes les puissances autour de la table. Juste une réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon. Il serait temps de rappeler à M. Macron et Mme Merkel que c'est à 28 qu'on prend les décisions, pas à 2. Olivier Babot. Oui, il faut quand même... Je crois que c'est un petit peu normal ce que font aujourd'hui Angela Merkel et Emmanuel Macron, parce qu'à un moment donné où on sent très clairement qu'avec le Brexit, l'Europe est affaiblie, que l'Europe manque de boussole, que certains peuples se prennent à moins y croire, probablement, pour dire le moins, c'est peut-être intelligent de repartir de la base, essayer de repartir du noyau, peut-être pour reconstruire. Et un des problèmes de l'Europe, c'est justement qu'on a fait cet élargissement trop vite, sans justement essayer de créer d'union. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de désuet dans cette séquence? Est-ce que ça donne envie aux jeunes d'aller apprendre l'allemand, aux jeunes Français d'aller apprendre l'allemand, et aux jeunes Allemands d'aller apprendre le français? Est-ce qu'elle ne vous paraît pas surannée, cette moi, je pense que c'est pas très efficace. Et surtout, ça cache, il faut dire, les vraies difficultés qu'on va avoir, parce qu'aujourd'hui, l'idée, la coopération franco-allemande, c'est d'essayer d'arriver enfin à une union autour de la fiscalité, du socle européen des droits sociaux, de la coopération transfrontalière. Et sur tous ces sujets-là, en réalité, les divergences sont encore très fortes entre l'Europe, avec une Merkel qui est quand même très affaiblie depuis les dernières élections, et un Emmanuel Macron qui a exposé des options pour la gouvernance de la zone euro notamment, qui ne sont pas celles de l'Allemagne. Donc derrière, c'est très bien d'afficher, on pourrait dire, cette unité de façade. Les vrais sujets européens restent encore, on pourrait dire, patents, et je ne pense pas pour l'instant qu'on ait d'avancée, même si on a annoncé, je crois, un nouveau traité européen, enfin un traité franco-allemand dans le courant 2018, qui sera peut-être accompagné de mesures concrètes, on verra. Et on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Jérôme Fourquet qui vient nous présenter son livre « À la droite de Dieu », une analyse très fine du comportement politique des catholiques de France qui auraient pris conscience qu'ils étaient minoritaires, devenus une minorité. Ce sera juste après une courte pause. À tout de suite. Demain, à partir de 11h, Public Sénat vous propose de suivre en direct les vœux à la presse du président du Sénat, Gérard Larcher. Un événement présenté par Oriane Mancini à partir de 11h sur Public Sénat.
Les intellectuels ne cassent pas et ne tuent pas. Donc on ne l'a pas fait. On était ce qu'on appelle des révolutionnaires. Et nous, quand on l'est, à 20 ans, on le reste. J'étais 7 ans au parti communiste, stalinien. J'ai mis des années à me guérir de ça. L'amant s'est fait à l'adolescence de la petite Blanche, jusqu'à s'y perdre. La jouissance qu'il prend à elle chaque soir a engagé son temps, sa vie, son esprit aussi. Je ne me réclame de rien, ni du nouveau roman, ni d'autre chose. Enfin, c'est le nouveau roman qui se réclamerait plutôt de moi régulièrement. Ça les prend comme ça. Le siècle de Duras, vendredi à 22h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour et ce soir nous recevons Jérôme Fourquet. Bonsoir. Vous êtes directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP, mais vous publiez surtout ce livre À la droite de Dieu. Vous partez d'un constat, le monde catholique est en perte de vitesse. On le sait tous un petit peu, mais les chiffres sont assez impressionnants. Je ne sais pas si vous pouvez nous les rappeler. Alors, l'IFOP avait sondé il y a très longtemps, au début des années 60, avant Vatican II, une grande enquête sur l'importance du catholicisme, et on était par rapport à la fréquentation des églises. Et il y avait un tiers des Français qui déclaraient à l'époque, à 35%, aller à la messe tous les dimanches ou davantage, plus souvent. Et l'IFOP a reposé la même question en 2012, on est tombé à 6%. Donc en 50 ans seulement, on a un effondrement de la pratique religieuse. Alors, comme vous le rappeliez, ça n'avait pas échappé aux observateurs, mais il y a eu une prise de conscience des conséquences de ce statut de minoritaire qui a germé dans la tête de pas mal de catholiques, et ça a eu des conséquences en cascade. Et donc du coup, ça a créé un noyau dur plus offensif politiquement? Alors, on a effectivement toute une partie de la population catholique qui aujourd'hui considère qu'il est plus possible de gérer en bon père de famille le déclin programmé de l'influence du catholicisme. On rappelle que la France était qualifiée de fille aînée de l'Église, et qu'il faut, eh bien, comme d'autres minorités, comme d'autres groupes de pression, faire entendre sa voix, parce que, bien qu'étant minoritaire, il y avait une espèce de pacte de non-agression avec la République qui, pendant des décennies, avait plutôt bien fonctionné, et les catholiques bénéficiaient un peu d'un droit d'aînesse, et aucune loi, il y avait bien sûr l'IVG, mais sinon, aucune loi fondamentale n'était venue heurter leurs convictions. Et avec le mariage pour tous, la donne a changé, et les catholiques ont vraiment pris conscience que ce statut de minoritaire pouvait aboutir au fait que des textes et des évolutions sociétales interviennent et soient tout à fait contraires à leurs convictions profondes. Et vous dites même, pendant très longtemps, les catholiques ont vécu leur foi d'une manière discrète et ne se sentaient pas la nécessité de se mobiliser, car bien que les églises se vidassent, la République et la société ne remettaient pas en cause leurs valeurs fondamentales. Aujourd'hui, la République a remis en cause leurs valeurs fondamentales. Alors, il y a la question, on l'a vu, anthropologique, sur le mariage pour les couples homosexuels. C'était un moment de bascule. C'est un moment de bascule, parce que il y a une grande mobilisation. Alors, tous les catholiques ne sont pas descendus dans la rue derrière la manif pour tous, et parmi ces manifestants, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas catholiques, mais ça ressemblait quand même à un mouvement qu'on avait connu en 1984 pour la défense de l'école libre. Et à l'époque, le gouvernement avait reculé et avait retiré son texte. Ça n'a pas été le cas sur le mariage pour tous. Et avec les états généraux de la bioéthique qui se profilent, on a l'annonce de l'élargissement de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes ou les femmes célibataires. Les enquêtes nous montrent que 60% des Français n'y voient pas de problème, alors qu'un tiers seulement des catholiques y sont favorables. Vous pensez qu'ils peuvent à nouveau créer un mouvement, une mobilisation importante dans les rues? Je pense qu'il y a une partie de ce monde-là qui va essayer de se mobiliser. Maintenant, comme dans un mouvement social, quand vous avez perdu la première manche, bien qu'en ayant manifesté longtemps, c'est plus compliqué de faire redescendre les gens dans la rue, mais ces questions-là sont épineuses. Emmanuel Macron a dit qu'une partie de la France avait été humiliée à ce moment-là, donc il aura à cœur de ne pas brusquer les choses. Mais si ce texte est déposé, manifestement, il y aura une levée de bouclier dans une partie de cette France catholique. Il y a eu cet événement du mariage pour tous. Il y a eu aussi un changement de relation par rapport à l'islam. Est-ce que aujourd'hui, les catholiques de France ont l'impression d'être entrés dans une guerre de civilisation que certains décrivent? Alors, pas tous. Il faut peut-être rappeler que les catholiques, même s'ils sont minoritaires, sont encore nombreux, ils sont divers. On a des catholiques plutôt de droite, de gauche. Mais globalement, on a quand même le sentiment que les catholiques vivent assez mal le double mouvement, c'est-à-dire un recul de leur propre influence
et une montée en puissance progressive, mais quand même assez rapide, de l'influence de l'islam. Des églises qui se vident et des mosquées qui se remplissent. Avec, vous vous souvenez, les paroles malheureuses de Dalil Boubaker, qui avait dit, voilà, s'il y a des églises qui sont vides, nous on veut bien les récupérer pour les convertir en mosquées, avec le double sens de convertir, qui avait pas mal heurté un certain nombre de catholiques. Et puis, plus récemment, à l'été 2016, il y a bien évidemment l'assassinat du prêtre Hamel, Jacques Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray, qui, pour certains catholiques, a fait passer l'islam d'un statut de concurrent au statut de menace, avec la thématique sous-jacente des chrétiens d'Orient, qui, pour certains catholiques, eh bien, sont une prémonition ou un signe avant-coureur de ce qui pourrait advenir demain. Et du coup, ça se traduit un peu dans les urnes. Vous rappelez les résultats au premier tour de la présidentielle. 46% des catholiques ont voté pour François Fillon, 15% pour Marine Le Pen, 4% pour Nicolas Dupont-Aignan. Au second tour, 4 catholiques sur 10 ont choisi Marine Le Pen. Alors ça a été un choc. Il y a déjà eu un choc dans l'entre-deux tours quand les évêques de France n'ont pas appelé ouvertement à faire barrage à Marine Le Pen, comme ils l'avaient fait en 2002, au deuxième tour, quand Jean-Marie Le Pen était opposé à Jacques Chirac. Donc il y a eu un intense débat au sein du monde catholique. Et puis, les résultats sont tombés. 4 catholiques pratiquants sur 10 qui ont voté pour Marine Le Pen. Ça témoigne bien de cette radicalisation, de ce durcissement identitaire d'une partie des catholiques français. C'était surprenant, c'était inédit. C'était assez inédit. C'était assez inédit parce qu'il y a un effet de trompe-l'œil au premier tour. François Fillon, comme Marine Le Pen, maintiennent les positions de 2012. Fillon fait le même score que Sarkozy et Marine Le Pen, à un point près, fait son score de 2012. Donc on dit, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose en 5 ans. Et c'est au deuxième tour qu'on voit. Parce que si François Fillon maintient le score de la droite, c'est au prix d'un durcissement de son discours. Il écrit un livre qui s'appelle « Vaincre le totalitarisme islamique ». On se souvient que pendant la primaire, il a à cœur de parler à tout cet électorat de catholiques, des chrétiens d'Orient notamment. Et donc, tout ça se révèle au deuxième tour. Est-ce que Laurent Wauquiez est en train d'appuyer sur ce levier pour récupérer cet électorat qu'avait gagné François Fillon? Alors ça peut être une piste, une tentative pour Laurent Wauquiez. On se souvient qu'il avait été un des seuls grands responsables de la droite à défiler aux côtés de la Manif pour tous, pas jusqu'aux dernières manifestations, mais il en avait fait un certain nombre. Et il est élu du Puy-en-Velay, donc c'est une commune qui parle à l'électorat catholique. Et d'un autre côté, il est aujourd'hui dirigeant d'une formation politique, Les Républicains, qui a vu son aile modérée, catholique ou non, rejoindre de manière plus ou moins affichée le camp présidentiel. Donc ça veut dire que l'électorat de droite ou la droite qui va continuer de suivre Laurent Wauquiez va être une droite plus à droite, où ces questions-là vont peser davantage parce que la frange modérée sera partie avec armes et bagages. Et Emmanuel Macron dans tout cela, est-ce qu'il les séduit, les catholiques de France, ou est-ce que son rapport au business, au patronat, à l'argent les gêne un peu? Alors, il y a différentes sensibilités chez les catholiques. Il y a sans doute une partie de l'électorat catholique modéré, pro-européen, qui suit par exemple quelqu'un comme François Bayrou, qui se retrouve assez bien dans l'équation macronienne. Et puis il y a d'autres catholiques, alors les plus à droite, on en a parlé, et d'autres encore qui, comme vous le rappeliez, sont mal à l'aise avec son rapport à l'argent, son rapport à la réussite. Quand Emmanuel Macron, par exemple, dit « Je souhaite que les jeunes Français rêvent de devenir milliardaires », c'est assurément pas quelque chose qui rentre dans la grille de lecture ou dans l'ADN de nombreux catholiques français. Donc il y a encore des ajustements à faire. Et si François Fillon a finalement été capable de passer outre le trouble suscité par la fameuse affaire Penelope Gate. Le Penelope Gate, c'est aussi parce qu'il avait envoyé de très nombreux signaux qui faisaient comprendre à l'électorat catholique qu'il faisait partie de cette grande famille. Et ce qui est moins le cas, je pense, pour Emmanuel Macron, même s'il a fait une partie de sa scolarité chez les Jésuites. Et on va s'arrêter là. C'est à lire dans À la droite de Dieu. Merci à vous. Jérôme Fourquet, merci infiniment d'avoir été notre invité dans cet entretien ce soir. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à la même heure sur Public Sénat. Toujours plus d'informations sur notre site internet, publicsénat.fr. L'invité de Territoire d'Info demain, il s'agit de Renaud Muselier, président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Passez une très belle soirée. Restez au cœur du débat.